Commencer par un verset biblique, bien sûr. On ne peut pas commencer sans lire la parole de Dieu quand même. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 18. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. 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 Vous voyez, il a bien dit, le Fils de Dieu est venu qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence, la connaissance, elle est donnée aux enfants de Dieu pour ceux qui veulent bien. Et dans ces temps que nous vivons, il est plus qu'important de connaître la vérité sur ce monde dans lequel nous vivons. Même si la parole de Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que, étant dans le monde, c'est important quand même de pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, le vrai du faux. Alors, hier, on a vu, en fait, c'était juste une introduction presque, qui était un peu longue certainement, et on a vu que la franc-maçonnerie, donc, c'est le point central de pratiquement toutes les sociétés secrètes mondiales, connues, et aussi moins connues, ou pas connues du tout, parce qu'il y en a tellement réparties dans le monde entier, il y en a certainement beaucoup qu'on ne connaît pas, mais qui exercent un certain pouvoir, une certaine influence. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société secrète? On va donner une définition d'une société secrète. En fait, on peut diviser les sociétés secrètes en 3 niveaux distincts. Le premier niveau, le plus bas, le niveau qu'on appelle inférieur, on trouve des organisations qui sont connues souvent du grand public et qui sont relayées d'ailleurs souvent par la presse, par les médias, en tout cas maintenant beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. On a le Council of Foreign Relations, le Conseil des Relations étrangères américain, le CFR, et puis on a la Commission trilatérale. Alors, la Commission trilatérale se nomme ainsi parce que c'est une officine qui réunit des dirigeants de l'Amérique, de l'Europe et du Japon. Voilà pourquoi elle s'appelle trilatérale. Et elle a été fondée en 1973 par un certain David Rockefeller, dont on reparlera un peu plus tard, qui fait partie des grandes familles Illuminati. Ensuite, nous avons le groupe de Bilderberg. Alors, je ne vais peut-être pas tout détailler parce que ça prendrait tellement de temps. Le groupe de Bilderberg, il faut savoir que c'est un groupe qui est vraiment secret, celui-là, qui a été fondé dans les années 50 par l'ancien prince Bernard des Pays-Bas. Je dis ancien parce qu'il est décédé maintenant. Bernard des Pays-Bas, qui est le père de Béatrix de Pays-Bas, donc il lui a succédé. Et il faut savoir que Bernard des Pays-Bas était un ancien nazi. Et il avait donc mis en place ce groupe de réflexion. À la base, ça s'appelle toujours un groupe de réflexion, hein, pour paraître bien correct, bien poli, qui réunissait bon nombre de personnages haut placés, dont des chefs d'État, certains, des ministres, et puis surtout des grandes personnalités du monde journalistique, des médias, et bien sûr des grandes entreprises multinationales. Alors ces groupes de réflexion, Bilderberg, en fait se réunissent chaque année, et encore maintenant il se réunit. Il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps, en 2021, je ne sais plus où ça s'est passé exactement, mais c'était en Europe je crois, et ça s'est passé une fois en France, dans les années 70, au château de Versailles.
Alors, il faut savoir que cette réunion, elle est entièrement secrète. C'est-à-dire que les journalistes n'ont absolument pas le droit d'entrer, même de s'approcher à plus de 100 mètres du lieu. C'est gardé par des forces de police. Et à l'intérieur, donc, se réunissent, ils sont à peu près une centaine de personnalités qui vont discuter de l'avenir du monde et des différentes mesures qu'il va falloir prendre pour mener le monde dans le sens que eux veulent, non pas dans le sens que nous, citoyens, nous voudrions, parce que nous, les citoyens, on ne les intéresse pas. Je dirais même, s'ils pouvaient se passer de nous, ce serait encore mieux. Et c'est un petit peu leur but. Et donc, ils vont discuter de certaines choses, des problèmes énergétiques, des problèmes militaires, mais en tout cas, rien ne filtre au dehors de ces réunions. La presse n'a même pas le droit d'en parler puisqu'elle n'a même pas convié. Et c'est totalement hermétique, totalement secret. Mais on sait que la plupart des grands dirigeants de ce monde font ou ont fait partie du groupe de Bilderberg, parce que ce sont eux qui finalement décident qui sera le prochain président des États-Unis, qui sera le prochain président français, qui sera le prochain PDG de Elf Aquitaine. Enfin, vous voyez, ce sont eux les décideurs finalement. Donc, quand on nous parle de démocratie, ça nous fait un peu rigoler parce qu'en fait, il n'y a pas de démocratie. Nous sommes dans des pays qui sont finalement influencés par ces groupuscules qui sont totalitaires. Ils décident de tout. Et ils savent très bien demain ce qui va se passer dans le monde. Ils ont déjà tout prévu. Ils ont prévu déjà qu'ils vont faire un coup d'État dans tel pays. Ils ont prévu qu'il y aura une pénurie de pétrole dans quelques mois. Ils ont tout prévu. Ils avaient prévu la guerre en Ukraine. Tout cela, c'est prévu. Alors, moi, j'ai la grâce quand même, par certains réseaux, de pouvoir avoir quelques aperçus de ces réunions, mais enfin, pas beaucoup plus. Et je sais que en ce moment, ils sont en train beaucoup de discuter justement des problèmes énergétiques suite aux sanctions qui ont été prises contre la Russie par l'Europe, évidemment, qui est affiliée à l'OTAN, qui est affiliée à l'Amérique, parce que finalement, c'est l'Amérique qui détient les clés de toutes choses. Elle se sert du gouvernement européen pour imposer ses vues donc, sur tout le reste du monde. Donc voici le groupe Bilderberg qui est très puissant. Et puis on a le Club de Rome qui a fait parler de lui dans les années 60 et qui avait divisé le monde en 10 biorégions. 10 biorégions, bon, je ne veux pas trop détailler, mais qui pensait que pour des questions justement énergétiques, parce que c'est un problème très récurrent, ces histoires d'énergie, évidemment, l'énergie, c'est un peu de ça que les peuples se nourrissent. On a besoin de gaz, on a besoin d'électricité, on a besoin de pétrole. Et donc, les sources énergétiques sont des grandes causes de conflits. Hein. La plupart des guerres sont dues à cause de problèmes énergétiques. Et en fait, ils ont discuté pour savoir comment on pouvait réunir le monde en 10 régions principales pour éviter une trop grande dispersion des ressources énergétiques et alimentaires aussi. Et en fait, si ces 10 biorégions, elles correspondent à la statue du roi Nebuchadnezzar, où on a les 10 orteils des pieds de la statue, en fait, correspondent à ces 10 biorégions. Alors peut-être qu'à l'occasion, on fera peut-être un exposé sur cette histoire de la statue qui représente différents royaumes, alors des royaumes du passé, bien sûr, mais aussi des royaumes de maintenant. Parce qu'il faut savoir que le monde actuel est dirigé par quelques royaumes en présence. Donc voilà pour le Club de Rome. Ensuite, on a la Round Table, la table ronde en Angleterre, et la Fabian Society, la société fabienne, donc je vais détailler un petit peu. Et puis enfin, le Tavistock Institute. Tout ça, ce sont des sociétés secrètes, mais qui ont des paravents de bienfaisance, de recherche scientifique pour paraître bon, pour paraître acceptable aux yeux du grand public, mais il faut voir exactement ce qui se cache derrière tout ça. En France, nous avons ce qu'on appelle des think tanks, c'est-à-dire des réservoirs de pensée, littéralement, qui sont des centres de réflexion qui parlent évidemment des grands problèmes nationaux et internationaux, notamment le Club Le Siècle en France. Et puis nous avons l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Nous avons également l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS.
qui est tenu par des militaires, notamment des officiers supérieurs, hein, des généraux, etc. Et puis, il y a des clubs de réflexion un peu moins importants, comme l'Institut Montaigne, etc., qui sont parmi les plus connus. Et très généralement, ces instituts fonctionnent à huis clos. Et les invités sont bien sûr triés sur le volet. Hein. N'importe qui ne peut pas se présenter pour assister à une réunion de ces sociétés. Alors, ce ne sont pas vraiment des sociétés secrètes, mais je dirais plutôt semi-secrètes. Voilà, ça c'est quand même des choses qu'il faut savoir, parce que ces différentes officines travaillent en sous-main. Elles travaillent en sous-main, elles reçoivent les ordres des loges maçonniques la plupart du temps, mais elles travaillent en sous-main pour intervenir auprès des dirigeants, soit de l'État, soit des grandes entreprises, des grandes sociétés, pour donner un peu la direction à suivre, la marche à suivre pour la suite des événements. Donc vous voyez comment les choses sont faites toujours par en dessous, en souterrain, et l'homme de la rue n'est jamais au courant de rien, évidemment. Alors toutes ces sociétés donc ont un pouvoir qui est relativement limité, bien sûr, et la plupart de leurs membres comptent parmi l'élite de la société, n'est-ce pas? Alors ça, c'était le niveau le plus bas. Ensuite, on a un niveau intermédiaire où on trouve des sociétés secrètes qu'on appelle des sociétés cadres et qui diffusent et qui contrôlent l'exécution par les sociétés secrètes inférieures, c'est-à-dire celles dont nous venons de parler, les stratégies du gouvernement mondial, qui pour l'instant est invisible, mais qui existe bel et bien, notamment à l'ONU. L'Organisation des Nations Unies est le principal organisme du futur gouvernement mondial. Et donc, les sociétés intermédiaires sont là pour imposer les stratégies à ce gouvernement. Au plus haut niveau de ces organisations, eh bien, on trouve les sociétés secrètes supérieures qui sont totalement secrètes, totalement hermétiques. Il n'y a absolument aucun moyen de savoir qui fait quoi dans ce milieu opaque. Et c'est justement là que se trouvent les Illuminati, dont on va parler maintenant, qu'on appelle également les supérieurs inconnus. Les supérieurs inconnus. Ce sont des personnages, on ne sait même pas, peut-être que vous en avez rencontré un ce matin en allant faire vos courses, je ne sais pas. Ce sont des gens dont l'identité est totalement inconnue, mais qui travaillent dans les hautes sphères donc du secret. Alors maintenant, nous allons parler un peu des jésuites, parce que les jésuites ont un rôle très important à jouer dans justement l'édification de ce gouvernement mondial, de ce futur gouvernement mondial, qui existe déjà. Le gouvernement mondial existe déjà, mais évidemment, il existe d'une façon non apparente au grand public. Mais on sait très bien que les grands organismes internationaux comme l'ONU, j'en ai déjà parlé, ou l'OMS, l'OMS qui a fait parler beaucoup de lui pendant la pandémie du Covid, qui donnait ses ordres et ses contre-ordres, et puis tous les autres organismes internationaux, le FMI, la Banque centrale européenne, la BCE qui se trouve à Francfort, et tous ces grands organismes font partie du gouvernement mondial, il faut le savoir. Il faut le savoir, mais pour l'instant, ils travaillent un petit peu d'une façon presque incognito. Mais je vous assure qu'ils font du travail, ça c'est clair. Et pratiquement tous les gouvernements sont à leurs ordres. C'est-à-dire que notre président Macron obéit aux ordres, tout comme le président italien obéit aux ordres, tout comme la chancelière Merkel, enfin qui n'est plus Merkel, je ne sais plus qui a pris sa suite, obéit aux ordres. Ils sont tous aux ordres, en fait. Ce sont des valets, ce sont des gens qui ne gouvernent plus par eux-mêmes, n'ont aucun statut en tant que gouvernants. Donc la compagnie de Jésus, les jésuites, ont commencé au XVIe siècle. Ils ont été fondés par un certain Ignace de Loyola, un Espagnol, au milieu du XVIe siècle. En fait, il s'agit d'un ordre militaire et religieux très bien structuré. Je vais vous donner quelques citations de quelques personnages qui ont parlé des jésuites. Le pape Clément XIX
qui disait « Avec les jésuites, il ne peut y avoir de paix dans les États ». Ça veut dire beaucoup de choses. Ensuite, le philosophe Blaise Pascal, qui a dit « Les jésuites ont répandu dans l'Église les ténèbres les plus épaisses qui soient jamais sorties du puits de l'abîme ». Bien entendu, c'est quand même assez fort comme réflexion. Et puis ensuite, un certain Rudolf Steiner, qui va jouer d'ailleurs un rôle important par la suite, qui dit « Les jésuites constituent la seule organisation occidentale disposant de pouvoirs occultes, à côté de laquelle les sociétés secrètes ne sont que des boy scouts ». C'est vous dire l'importance de cet ordre des jésuites. Alors, qui sont-ils, ces jésuites? Évidemment, la plupart des gens ne voient en eux qu'un ordre religieux, comme il y en a d'autres, qui est dédié avant tout à l'éducation d'un certain milieu bourgeois. Il y a je ne sais pas combien de collèges jésuites en France et puis un peu partout dans le monde. Et en fait, ils ont cette apparence d'être des enseignants. Ce sont des grands enseignants, ce sont des grands intellectuels, et ce sont des gens qui ont pignon sur rue. Et ça, c'est la face apparente, comme toujours. Il y a toujours une face apparente pour avoir gain de cause auprès du public, et puis il y a ce qui se cache derrière. Alors parlons un peu d'Ignace de Loyola, donc le fondateur des Jésuites. C'est un juif marane, et c'est un juif marane, c'est-à-dire un juif séfarade. Je vous expliquerai qui sont les séfarades. Il y a deux grandes familles de juifs, il y a les séfarades et les ashkénazes. Donc Ignace de Loyola était un juif, mais qui s'est converti au catholicisme en secret, ce qu'on appelle des crypto-juifs. C'est-à-dire qu'ils font, lorsqu'ils sont dans le monde, ils ont l'apparence d'être des bons catholiques, ils vont à la messe, etc. Enfin, ils font tout ce que les catholiques font, et puis par derrière, ils continuent à pratiquer le judaïsme en secret, notamment le Talmud et la Kabbale, qui, comme je vous l'avais expliqué hier, sont les deux doctrines secrètes, particulièrement sur lesquelles s'appuient les francs-maçons et autres sociétés secrètes. Donc, notre Ignace de Loyola est bien le père fondateur de l'ordre des Jésuites, sous des apparences très religieuses. Et il a mené un combat assez rude pour imposer une doctrine et des actions plus ou moins subversives basées sur l'infiltration, l'inculturation et surtout une stricte obéissance au pape de Rome. En fait, les jésuites, l'ordre des jésuites a été créé pour être une armée au service de Rome, et non pas au service de l'Église, mais au service du pape. Et ils vont devenir très vite l'outil de conquête du Vatican. Ignace de Loyola a établi en 1550 des constitutions régissant le fonctionnement de l'ordre et qui ont été reprises et modifiées en 1995, mais elles sont toujours d'actualité. Elles fonctionnent toujours, j'ai vérifié, ces constitutions existent toujours et elles ressemblent à s'y méprendre aux constitutions d'Anderson que nous avons vues hier, qui établissaient la première grande loge unie d'Angleterre. Des constitutions, c'est-à-dire un règlement intérieur finalement qui va régir donc le fonctionnement de l'ordre et définir tous ses objectifs à plus ou moins long terme. En fait, il s'agissait, lors des Jésuites, d'une milice pour convertir les peuples de gré ou de force et ramener les grandes religions mondiales dans le sein de Rome à travers ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et nous verrons demain, dans la dernière partie de cet exposé, qui sera davantage consacré à l'infiltration maçonnique dans l'Église, ce qu'est l'œcuménisme. En fait, l'œcuménisme, c'est une espèce de grande organisation qui prétend réunir toutes les religions en une seule, pour former ce qu'on appelle la religion mondiale, qui sera la religion de l'Antéchrist. Alors, cette compagnie des Jésuites a un chef à sa tête qui porte le titre de général. Eh oui, c'est comme une armée. On parle du général des Jésuites.
et ils changent à chaque fois qu'il y en a un qui décède, il y en a un autre qui prend la suite. Bon, actuellement, je ne sais pas comment s'appelle le général des Jésuites, mais il y a un certain temps, il y a eu un Brésilien, enfin ils changent, ils sont là ad vitam aeternam, mais lorsqu'ils décèdent, eh bien quelqu'un d'autre prend la suite. Et puis nous avons le pape François, le pape actuel, qui est lui-même un jésuite. Donc vous voyez, tout ce petit monde se retrouve. Et donc, cette compagnie des jésuites est à la base de la fondation des services secrets. Il se trouve que dans les services secrets, notamment les services secrets anglais, le MI6, la CIA, le FBI, il y a des anciens jésuites. Notamment le cardinal Dulles, américain donc, était le petit-fils du fondateur de la CIA, Alan Dulles. Dès sa fondation, l'ordre s'est répandu sur toute la Terre, en Inde, puis au Japon, puis en Chine. Et depuis la Chine, les jésuites finissent par arriver au Tibet de façon quasi clandestine et toujours sous le bon, honorable et pieux prétexte de l'évangélisation. En fait, ce n'est pas de l'évangélisation, c'est de l'endoctrinement. Ils vont apparaître ensuite en Amérique du Sud et en Afrique. Et puis finalement, dans pratiquement tous les pays du monde où ils vont s'installer. Ad vitam aeternam. Maintenant, voyons qui sont les Illuminati. Et nous allons voir qu'il y a un rapport très étroit entre les jésuites et les Illuminati, de même qu'il y a un rapport très étroit entre les jésuites, les Illuminati et les francs-maçons. Alors, les Illuminati, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les Illuminés de Bavière, c'était leur nom, ceux qu'on a ensuite nommés Illuminati, qui ont été fondés en Allemagne le 1er mai 1776 par un certain Adam Weishaupt, qui était jésuite. Il était jésuite et professeur de droit canon à l'université théologique d'Ingolstadt en Bavière. Ce groupe des Illuminati avait déjà été imaginé quelque temps auparavant, en 1773, lors d'une réunion de personnalités européennes influentes. Et parmi ces personnalités, il y avait un certain Amschel Mayer, fondateur de la dynastie financière qui se fera appeler plus tard Rothschild. Rothschild, d'ailleurs, il prendra le nom de Rothschild qui veut dire le bouclier rouge. C'est l'allemand. Rothschild, ça veut dire un bouclier, et Roth, on sait que c'est la couleur rouge en allemand. Pourquoi? Eh bien parce que ce Amschel Mayer possédait une maison de change, une sorte de banque avant l'heure, et comme enseigne, il avait placé un écusson rouge sur sa porte. Et il a pris ensuite le nom de Rothschild. Et donc cette réunion secrète qui avait eu lieu avait pour but de mettre en place, pour les siècles à venir, vous voyez, il prévoit longtemps ces gens-là, un plan visant l'instauration d'un gouvernement mondial invisible. Vous voyez que cette notion de gouvernement mondial, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date même pas du siècle dernier. Elle date du XVIIIe siècle. On parlait déjà de gouvernement mondial. Et donc, ces illuminés de Bavière sont l'une des résurgences occultes des jésuites, dont l'ordre a été dissous par le pape Clément XIV en 1773. Donc, comme l'ordre a été dissous, eh bien, ils ont voulu prendre une revanche et ils se sont reformés sous le vocable des Illuminés de Bavière. Vous savez, on dit souvent que les jésuites, ils sont un petit peu comme ils sont un peu comme des serpents, ils se faufilent partout. Et ils arrivent toujours à reprendre pied, même lorsqu'on veut les décapiter, c'est tout juste s'ils ne courent pas avec leur tête entre les mains. Ce sont des gens qui arrivent toujours à s'en sortir. Ils sont très, très, très intelligents, ils sont surtout très rusés, ils ont la ruse du diable. Donc, en fait, l'ordre des Illuminés
est bâti sur exactement la même structure que les jésuites, dont il va reprendre la discipline morale rigide et surtout le culte du secret. Et tout ça deviendra finalement la structure type des véritables sociétés secrètes occidentales, anciennes comme actuelles. Et les sociétés secrètes actuelles, dont la franc-maçonnerie, qui est la mère des sociétés secrètes, fonctionnent exactement sur le même fonctionnement que l'ordre des jésuites, avec un règlement intérieur, ce qu'on appelle des constitutions, avec des grades. Dans l'ordre des jésuites, il y a également des grades, des degrés. Donc, vous voyez, finalement, on prend une apparence et puis on change d'apparence, mais en fait, c'est toujours le même esprit qui règne. À l'instar des jésuites qui ont masqué leur organisation secrète sous l'apparence d'un ordre religieux, eh bien, les illuminés de Bavière feront de la franc-maçonnerie moderne leur paravent, en créant dans toute l'Europe des loges illuministes. Et justement, en 1777, Adam Weishaupt, donc le fondateur de l'ordre des Illuminés, va se faire lui-même initier franc-maçon. Il va déclarer ceci: « Une grande partie de notre force réside dans le secret. Les loges de la maçonnerie sont le voile le plus commode pour dissimuler nos buts élevés. » Nous verrons plus tard, on va arriver à la Révolution française, et les grandes figures de l'état-major de la Révolution française, dont Mirabeau, Robespierre et d'autres, sont des illuminés et aussi des francs-maçons. Ils sont des francs-maçons. Et d'ailleurs, la Révolution française a été ourdie, a été planifiée par la franc-maçonnerie. Karl Marx, quelques décennies plus tard, va codifier et adapter la doctrine illuministe dans son manifeste du Parti communiste. Enfin, on arrive en Angleterre en 1884 avec la Fabian Society, qui sera la matrice occidentale de l'Internationale socialiste. Et l'Internationale socialiste, eh bien, c'est exactement la doctrine politique du nouvel ordre mondial en voie d'achèvement. En fait, toutes ces loges ou fraternités secrètes contemporaines sont organisées sur le modèle des illuminés de Bavière, qui est lui-même calqué sur l'ordre intérieur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Les membres ne pénètrent pas ces structures secrètes par chance ni par volonté personnelle, mais comme dans la franc-maçonnerie, le recrutement se fait par cooptation. C'est-à-dire qu'ils doivent passer des tests pour pouvoir rentrer. Et on voit s'ils sont aptes, tout simplement, un peu comme à l'armée. Le recrutement se fait par cooptation, puis les membres reçoivent un parcours initiatique, voilà encore la notion d'initiation, comme dans la franc-maçonnerie et dans toutes les sociétés secrètes, il y a toujours le passage par l'initiation. Ils sont initiés et puis ils vont être enclins à gravir les échelons, les degrés petit à petit. En fait, l'initié doit démontrer qu'il peut servir au maximum de ses possibilités la structure pyramidale du pouvoir afin d'en gravir les échelons. Alors, les Illuminati, eh bien, ce sont de vrais jésuites et vice-versa. Mais attention, ce ne sont pas tous les jésuites, seulement ceux qui font partie des plus hauts grades. Bien sûr, le jésuite de base, celui qu'on peut rencontrer dans une paroisse catholique, par exemple, ou dans un institut, dans un collège jésuite. Le jésuite de base, qui est un prêtre, il n'y a rien à en dire, il n'est absolument pas au courant de tout ça. La plupart du temps, ils ignorent ça, et quand on leur en parle, ils ouvrent des yeux étonnés en disant « mais de quoi vous parlez ?» Ce sont toujours les hauts gradés qui sont le plus au courant de ces choses, bien sûr. Alors, je vais vous parler un peu de la Fabian Society, dont j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'elle joue un rôle très, très, très important, justement, pour le gouvernement mondial à venir. La Fabian Society a été fondée à Londres en 1884 et elle est d'esprit d'essence communiste.
Elle a joué un rôle déterminant d'ailleurs dans la création du Parti travailliste anglais dans les années 1890-1900. Et dès sa création, elle a entrepris l'étude et la diffusion des œuvres de Karl Marx, n'est-ce pas, de Lassalle, de Proudhon, et elle doit son nom au fameux chef de guerre romain Fabius Maximus Quintus, qu'on appelait le cunctator, c'est-à-dire le temporisateur, en raison de sa tactique marquée par la patience. Lors de la deuxième guerre punique, entre 218 à 202 avant Jésus-Christ. Guerre au cours de laquelle il a combattu Hannibal, le fameux général romain, qui pratiquait une forme de guérilla. Donc, vous voyez, c'est ce type de méthode de la patience, ne jamais brusquer les choses, mais d'agir toujours en secret, d'agir toujours d'une façon sournoise. Ce type de méthode est employé par la Fabian Society pour imposer ses vues. Alors, les membres de la Fabian Society, on les appelle des Fabiens, ils défendent le principe d'une société sans classe qui serait la synthèse du socialisme, c'est-à-dire l'État-providence, et du capitalisme, c'est-à-dire les lois du marché. En fait, ils veulent faire un conglomérat, une sorte d'assemblage un peu bancal entre le socialisme d'État et le capitalisme, a priori qui sont incompatibles. Le tout devant aboutir à la mise en place d'une économie mondiale, je dirais une économie mondialiste. L'influence de cette société fabienne est d'autant plus importante qu'elle est à l'origine de la création d'une école qui s'appelle la London School of Economics, qui verra le jour en 1895 et qui va inculquer l'esprit fabien à des générations d'étudiants jusqu'à aujourd'hui. Elle existe encore, cette société. Cette société fabienne est soutenue et financée par les deux familles Rothschild et Rockefeller, qui sont les deux grandes familles Illuminati. Et la société fabienne est à l'origine du nouvel ordre mondial par l'intermédiaire de ses nombreuses ramifications, dont le CFR, dont nous avons parlé tout à l'heure, le Bilderberg, la Commission trilatérale, donc Amérique, Europe, Japon, et autres instruments de pouvoir antidémocratiques. À partir des années 1920, le gouvernement mondial a été particulièrement promu par le département des relations internationales de la London of Economics. Vous voyez, une école d'économie qui fait la promotion du gouvernement mondial. C'est une école très prestigieuse, une école de sciences économiques, et qui a formé, dans cet esprit du fabianisme, des générations de dirigeants, encore actuellement, bien sûr, et on a notamment comme anciens élèves l'ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi. Ensuite, il y a eu la reine du Danemark, Margaret II, puis l'ex-premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau, et puis le financier bien connu, George Soros, qui est ce multimilliardaire qui tire un peu les ficelles de la vie économique mondiale et qui est un grand ami de Klaus Schwab. Vous connaissez certainement Klaus Schwab, qui est donc le grand patron de Davos, qui parle de la grande réinitialisation, le grand reset. C'est-à-dire qu'il faut tout détruire pour tout rebâtir, mais à la sauce mondialiste. Voilà, c'est exactement ça, en nous privant de toutes nos libertés élémentaires, en sapant l'économie dans ses fondements, en recréant une nouvelle économie précisément dans l'esprit fabien, c'est-à-dire basée sur une économie socialisante plutôt, et marxisante. C'est-à-dire que, en fait, le maître mot, c'est « vous serez heureux, mais vous ne posséderez rien ». Voilà le maître mot de Davos. C'est ça, vous serez heureux, mais vous ne posséderez rien. Voilà, mais vous serez comme des esclaves et vous obéirez à ce qu'on vous dira de faire. Voilà l'avenir qui attend ce monde. Les jésuites, pour en revenir avec eux et pour en terminer, ce sont des excellents et de redoutables experts dans l'art du camouflage. Ils se font pauvres avec les pauvres, riches avec les riches. Ils font exactement le contraire de ce qu'ils prétendent faire.
Et depuis 4 siècles, ils ont pris à la fois l'Église catholique et la franc-maçonnerie en otage pour faire avancer leur grand projet, le grand œuvre, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Vous voyez comment tout est ramifié, tout est finalement, tout se rejoint. Tout se rejoint. Leur mot d'ordre, c'est quoi? Créons un nouvel ordre mondial. Créons un gouvernement mondial. Telle société secrète va plancher sur cette question-là, une autre va plancher de la même façon, mais différemment, voir les différents aspects que va prendre ce gouvernement mondial. Mais le but commun, l'objectif commun de toutes ces sociétés secrètes, c'est la création du nouvel ordre mondial, ni plus ni moins. C'est leur objectif premier, je dirais même c'est le seul objectif auquel ils sont extrêmement attachés. Et les jésuites ont fabriqué des révolutions, ils ont fabriqué des coups d'État. Aucune guerre, aucune révolution n'ont été déclenchées sans eux. Ils ont un pouvoir énorme. En 4 siècles, ils ont été bannis 73 fois d'à peu près tous les pays, tant ils causaient de désordre et de problèmes politiques. Mais à chaque fois, ils reviennent. Sous une autre forme, ce sont des caméléons. Ils se déguisent, ils prennent d'autres apparences. En fait, ils ne meurent jamais, ils sont toujours là. Leur principal soutien financier, c'est la famille Rothschild, encore eux. Leur fortune est considérable et inestimable. Ils ont des biens immobiliers dans le monde entier. Ils ont des entreprises dans le monde entier, des multinationales. Ils ont des établissements d'enseignement, des établissements de recherche scientifique et médicale. Tout ça, c'est leur propriété. Ils ont une fortune immense, presque plus grande que l'Église catholique elle-même. La fortune des jésuites est énorme. Mais à quoi est-elle due cette fortune? Eh bien, elle est en grande partie redevable au trafic de drogue et au trafic de chair humaine, grâce aux liens entretenus avec les mafias, et notamment les mafias italiennes et colombiennes. On sait qu'en Colombie, le cartel de la drogue est immense et ça rapporte des milliards chaque année. Au XIXe siècle, les jésuites lancèrent le concept d'antisémitisme afin de rejeter la responsabilité de leur turpitude sur les Juifs. Il y a eu des écrits antisémites à l'époque, dont le fameux protocole des sages de Sion, qui ont été rédigés et mis en circulation par les jésuites pour détourner l'attention et faire des Juifs le bouc émissaire idéal. Mais bien sûr, il ne faut pas confondre, je dirais, les vrais Juifs, entre guillemets, qui sont de souche certaine, c'est-à-dire les Judéens, issus de la tribu de Juda, les enfants d'Abraham, et puis les autres, les sionistes politiques, ceux qui ont tout fait pour qu'on puisse leur établir un État. L'État d'Israël a été donc fondé en 1948, en mai 1948, comme vous le savez. Mais cet État juif, bon, je n'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui, mais pour vous donner un petit éclaircissement, bibliquement, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu que cet État juif ait été créé de cette façon-là. Parce qu'en fait, ils ont fait d'une terre sainte, d'une terre consacrée à Dieu. Hein, Dieu lui-même a dit, cette terre d'Israël, c'est ma terre, elle m'appartient. Et on a voulu faire de cette terre sacrée, de cette terre sainte, un État politique. Et ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais il faut savoir que l'État d'Israël a été fondé par les Rothschild. Et dans la déclaration Balfour, qui date de 1920, je crois, il est dit que, voilà, il faut créer absolument un État juif. Alors, ça peut partir d'un bon sentiment, c'est vrai, mais en réalité, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Israël a tellement de problèmes depuis sa création en État politique. Il y a tellement de problèmes avec le monde arabo-musulman, il y a tellement de problèmes avec toutes les nations du monde qui se liguent contre Israël. Voilà. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat, mais il faut savoir que nous avons un État sioniste en Israël qui a un rôle extrêmement important dans la marche du monde. Et ce n'est pas entièrement faux de dire que
à travers le protocole des sages de Sion, c'est vrai que les Juifs ont leur part dans cette problématique. Mais il ne faut pas non plus jeter l'anathème sur le peuple juif. Ils ne sont pas tous responsables de ce qui est arrivé. Bien entendu que non. Mais ça, c'était un grand prétexte pour pouvoir effectivement jeter l'anathème sur les Juifs. Et puis ensuite, on sait ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Alors, on peut se demander pourquoi, par rapport aux Jésuites, cette société qui s'affiche comme religieuse peut ainsi poursuivre des desseins si opposés au christianisme. Mais rien de plus simple, en fait. C'est en faisant le bien qu'on arrive à séduire et à tromper. Le meilleur camouflage, c'est le masque de la religion. Les bons sentiments, l'humanitarisme, le progrès scientifique et social sont des armes efficaces qu'utilisent volontiers les jésuites. Malheureusement, lorsqu'on suit leurs actions de près, eh bien, on ne rencontre que des larmes du sang. Depuis le massacre des Indiens d'Amérique jusqu'aux atroces boucheries de Pol Pot au Cambodge dans les années 70-80, les purges de Staline auparavant, les massacres de la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Plus près de nous, en 1994, il y a eu le massacre abominable au Rwanda, commandité par les services secrets français, avec la complicité de certaines personnalités locales. Mais tout cela a été manœuvré par les jésuites. Que dire aussi des attentats terroristes, des nébuleuses comme Al-Qaïda, Boko Haram et autres? Et puis aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne, mandatée, voulue par l'OTAN dans un but de déstabilisation, pour tout simplement, leur désir le plus secret, c'est d'enclencher une guerre contre la Russie. Mais tout cela est fait selon leur devise, pour la plus grande gloire de Dieu. Vous voyez l'hypocrisie de la chose. Et toujours selon leur idéologie, la fin justifie les moyens. Donc la franc-maçonnerie est tombée quelque part sous le contrôle des jésuites. Et leur tactique est la même, entrer dans une organisation et une fois qu'ils sont en place, tout en devenant les meilleurs éléments dévoués et efficaces, ils finissent par prendre les commandes en se rendant indispensables par leurs compétences reconnues de tous. Ce sont eux qui ont mis au point les rituels des hauts grades maçonniques. Ils ont inversé les colonnes du rite français des loges du Grand Orient afin de remplacer les initiales des colonnes du temple de Salomon, Yakin et Boaz, par les initiales B et I de Beatus Ignatius, c'est-à-dire Saint Ignace. Ainsi, les francs-maçons rendent également un culte à Saint Ignace, tout en accomplissant leur rituel maçonnique. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu du serment des fils d'Ignace, le grand serment des fils d'Ignace. Parce que les initiés jésuites doivent prononcer un serment qui va les engager toute leur vie durant. Et s'ils manquent à leur serment, il peut leur arriver de graves choses. Ce grand serment, qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à un rite maçonnique, et pour cause, fait de ceux qui le prononcent des agents du mal au service de leur général, de leur pape noir, qui, lui, en réalité, dirige le Vatican. Toujours pour la plus grande gloire de Dieu, bien sûr. Alors, je vous livre un extrait de ce grand serment, le grand serment des fils d'Ignace. Alors, je vous dis tout de suite, c'est assez choquant à entendre, mais sachez que ça existe toujours. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous le voulez, le rechercher sur Internet. Il est une extenso, vous pouvez très bien le trouver, même l'imprimer, le lire, et vous verrez combien c'est édifiant. C'est assez long, c'est pour ça que je n'en ai pris qu'une partie. Alors voici ce que le futur jésuite doit prononcer comme serment devant les autorités. Moi, X, à présent et en présence de Dieu Tout-Puissant, de Marie la Vierge bénie, de Michel Archange béni, de Saint Jean le Baptiste béni, des saints apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints, et les autres sacrés du ciel, et à toi, mon Père spirituel, le supérieur général de la Société de Jésus, fondé par Saint Ignace, durant le pontificat de Paul III, et se poursuivant jusqu'à aujourd'hui, je m'engage à présent à renoncer et à désavouer toute allégeance due
à quelques rois, princes ou États hérétiques nommés protestants ou libéraux, à refuser l'obéissance à n'importe laquelle de leurs lois, magistrats et fonctionnaires. Je déclare de surcroît que les doctrines des églises d'Angleterre et d'Écosse, les calvinistes, huguenots et autres du même acabit que protestants et libéraux, comme étant damnables, qu'elles se sont damnées elles-mêmes et que soient damnées celles qui ne les abandonneront pas. Je déclare de surcroît que j'aiderai, assisterai et conseillerai tous, quels qu'ils soient, les agents de sa sainteté partout où je me trouverai, dans n'importe quel autre royaume ou territoire où j'irai, de faire mon maximum pour extirper toutes les doctrines hérétiques, protestantes ou libérales et de détruire tous leurs prétendants pouvoirs royaux ou autres. Je promets et déclare de surcroît que je ferai, dès que l'opportunité se présentera, une guerre implacable, secrètement ou ouvertement, contre tous les hérétiques, protestants ou libéraux, comme je suis dirigé pour le faire, de les extirper et les exterminer de la face de la terre entière, et que je n'épargnerai personne, quel que soit son âge, son sexe ou sa condition, que je pendrai, brûlerai, ferai dépérir, abîmerai, écorcherai, étranglerai et enterrerai vivants ces infâmes hérétiques, que j'arracherai les ventres et les matrices de leurs femmes, écraserai les têtes de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler à tout jamais leur exécrable race. C'est assez choquant, je dois dire, de la part de soi-disant religieux. C'est une déclaration de foi, finalement, et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Mais qui le sait? Qui est au courant? Et donc, cette déclaration de foi, en fait, elle explique les génocides modernes. Et pourquoi des témoins affirment avoir vu même des jésuites diriger des massacres en personne durant la dernière guerre mondiale, sans parler, bien sûr, de l'abominable Shoah juive. Oui, elle aussi était commanditée par les jésuites et par le pape noir. Et ce serment se termine par la phrase suivante, alors, et ça c'est le général qui s'adresse à son fils spirituel, alors va partout dans le monde et prends possession de toutes les terres au nom du pape. Celui qui ne l'acceptera pas en tant que vicaire de Jésus et de son vice-régent sur terre, qu'il soit maudit. C'est assez édifiant. Donc vous voyez comment les jésuites sont des gens extrêmement puissants et extrêmement dangereux. Je vais vous parler un peu maintenant de la famille Rothschild, parce qu'elle a une place de tout premier plan dans justement ce maniement des événements mondiaux. En fait, l'oligarchie financière mondiale se compose de 13 grandes familles richissimes qui détiennent entre leurs mains la quasi-totalité des banques, les sociétés d'assurance, les entreprises et les industries du monde entier. Parmi ces familles les plus connues se trouve la famille des Rockefeller. À l'origine, c'était des Français huguenots, dont le véritable nom c'était de Roquefeuille. Ils ont américanisé leur nom en Rockefeller. Ils se sont établis en Amérique pour fuir les persécutions à l'époque des guerres de religion en France. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez. Les guerres de religion ont commencé déjà au XVIe siècle. En Angleterre, eh bien, c'est la famille Rothschild qui domine toute l'Europe, ainsi que le Commonwealth, c'est-à-dire toutes les dominations britanniques, donc composées d'anciennes colonies, protectorats de l'Empire britannique. En 2009, le Commonwealth comptait 54 États membres, dont 2 qui n'ont jamais été dépendants de la couronne britannique, c'est-à-dire le Mozambique et le Rwanda, et aussi le Cameroun sur une partie seulement de son territoire par mandat de l'ONU. C'est pourquoi au Cameroun, il y a une partie camerounaise qui est anglophone et l'autre partie qui est francophone. Les États-Unis, qui sont aussi une ancienne colonie britannique, sont devenus indépendants près d'un siècle avant la création de cette institution qui date de 1884 et qui est placée actuellement sous l'autorité de la reine Elisabeth II.
Alors les Rothschild, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le père fondateur de la dynastie, c'est Mayer Amschel, donc né en 1744 et mort en 1812, un juif allemand ashkénaze. Alors les ashkénazes, ce sont les juifs originaires de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, tandis que les juifs séfarades, ce sont des juifs qui sont issus notamment de l'Espagne et du Portugal. Donc ce juif allemand, Mayer Amschel, va établir la première grande banque du nom à partir d'un commerce donc de prêt sur gage, on l'a vu tout à l'heure, hérité de son père à Francfort-sur-le-Main. Son nom, Rothschild, vient de Rothenschild, qui signifie écusson rouge. Il a eu 5 fils, Mayer Amschel. Il a eu 5 fils qui donneront eux-mêmes naissance aux 5 grandes branches familiales dont seules les branches françaises et anglaises existent encore aujourd'hui. La fille aînée donnera par alliance matrimoniale naissance à la dynastie des Worms. Voilà, Worms, la banque Worms, c'est une très grande banque Illuminati aussi. Une famille de banquiers qui est donc apparentée à la famille Rothschild, qui elle-même est une grande famille d'Illuminati. Entre 1640 et 1689, on a eu les sages de Sion qui ont mis au point donc un complot visant à provoquer la chute des Stuarts du trône d'Angleterre. C'est ce qu'on a appelé la révolution anglaise de Hollande. Le prince Guillaume III de la dynastie Orange-Nassau est devenu chef d'État des Provinces-Unies, puis roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande en 1689, après avoir épousé Marie, fille du roi Jacques II Stuart, déchu du trône royal par décision parlementaire à cause de son catholicisme, qui effrayait les Anglais. Vous savez qu'actuellement, le catholicisme en Angleterre est minoritaire. La religion principale, c'est l'anglicanisme, qui est un peu une religion bâtarde, je dirais, un peu un mélange de catholicisme, de protestantisme, de luthérianisme. Et la grande patronne de l'Église anglicane, c'est la reine Élisabeth II, chef de l'Église anglicane. Et l'Église anglicane a fait allégeance par le passé au Vatican, au pape. Donc finalement, c'est une sorte de catholicisme en quelque sorte. Alors, Guillaume III fonda l'ordre d'Orange dont le but était de s'opposer au catholicisme et de consolider le protestantisme en Angleterre. Et cet ordre, les orangistes, ça existe encore de nos jours, particulièrement en Irlande, et ses membres contribuent à attiser la haine entre les deux religions. On connaît très bien l'opposition qu'il y a eu entre catholiques et protestants, notamment dans les attentats de Belfast, dans les années 80, 70-80, c'est carrément une guerre de religion. Donc cette guerre avait été fomentée à l'époque, justement, par l'entremise des orangistes. Donc. Et les loges orangistes adoptent aussi un rituel et un fonctionnement de style maçonnique. Alors, on a beaucoup parlé au sujet des sages de Sion, et particulièrement en ce qui concerne les fameux protocoles des sages de Sion, fameux protocoles qui ont été révélés par le Times de Londres en 1920, pour lesquels on parla volontiers de complot judéo-maçonnique international pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Ce qui est sûr et authentifié, c'est que ces textes ont bien été repris, mais ils ont été falsifiés par un avocat aristocrate russe, un certain Mathieu Golovinsky, qui aurait commis cette littérature dans un esprit foncièrement antisémite pour un commanditaire, un ancien responsable de la police politique russe à Paris qui s'appelait Lokrana. Alors le but de ces protocoles, c'était bien sûr de faire endosser par les Juifs la responsabilité des désordres mondiaux, qu'ils soient économiques ou politiques. Mais la vérité est tout autre. En fait, les protocoles des sages de Sion sont un véritable agenda qui a été mis au point sous forme de plan et qui a été programmé par les Illuminati de Bavière vers 1770. Ils étaient destinés à créer des mouvements révolutionnaires et ils contenaient des instructions particulières précisément concernant la Révolution française de 1789.
Le texte original des protocoles aurait été retrouvé accidentellement en 1785 et remis à la police bavaroise de l'époque. En fait, il était destiné aux grands maîtres des maçons du Grand Orient de France. Ces textes ont donc été récupérés et ensuite trafiqués pour être attribués aux juifs francs-maçons. Et d'ailleurs, Hitler va s'en servir plus tard abondamment pour étayer ses thèses antisémites de son Troisième Reich. À la tête de la maison des Rothschild se trouve donc un puissant pouvoir occulte, composé d'un coven, d'un couvent de 13 prêtres druides, dont les fonctions consistent à initier puis à consacrer à Satan ceux qui feront partie des 33 grands initiés. En fait, ce sont les Illuminati, c'est-à-dire des francs-maçons du 33e degré, qui est le degré le plus élevé du rite écossais ancien et accepté dont nous avons parlé hier. Ces 33 sont appelés à infiltrer tous les grands groupes et organisations secrets que nous venons d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire le groupe de Bilderberg, la commission trilatérale, le CFR américain, et donc sont infiltrés par les Illuminati. Et puis d'autres sociétés secrètes comme le Bohemian Grove, dont on parlait hier, je crois, et puis le Skull and Bones, le crâne et les os, qui est une société secrète dont on fait partie la famille Bush, ainsi que la famille Kerry et autres sommités du monde politico-affairiste américain. Et bien sûr, toutes ces sociétés sont toutes d'inspiration maçonnique et utilisent les anciennes religions à mystère égyptiennes. Et elles gravitent autour de la plus puissante organisation en Angleterre, qui est la Round Table, la table ronde, qui est dirigée par la reine Élisabeth II, qui elle-même est une grande prêtresse druide, initiée au mystère occulte des religions hindoues. Et je peux vous dire que toute la famille royale d'Angleterre est plus ou moins trempée dans l'occulte, dans le mysticisme. C'est une famille Illuminati aussi, bien entendu. Et la reine d'Angleterre dirige, non seulement elle dirige toutes ces anciennes colonies, mais elle dirige une grande partie du monde occulte. Le druidisme existe toujours d'ailleurs. Il existe toujours, que ce soit en France qu'en Grande-Bretagne ou même en Écosse, et il inspire beaucoup d'autres branches occultes, dont la Wicca, entre autres, qui a été fondée à la fin du XIXe siècle, qui est un mélange de théosophie, de druidisme, de chamanisme. En fait, les principes de ce spiritualisme reposent sur 4 croyances: le panthéisme, qui veut dire que tout est divin, ou le monisme, tout est un. Et c'est un principe de globalisation, qui sera repris d'ailleurs par les mondialistes. Le polythéisme étant donc la croyance en plusieurs dieux, et le paganisme, c'est-à-dire l'utilisation de rituels magiques pour communiquer avec les forces de la nature. Je vais vous parler un peu de la Round Table, quelques sociétés secrètes anglaises qui ont une grande importance. La Round Table ou la table ronde, en fait ça vient des chevaliers de la table ronde, donc au Moyen-Âge. C'est une société secrète qui est typiquement anglaise, qui a été fondée en 1909 par un certain Alfred Milner, qui était un épigone du richissime diamantaire colonialiste Cecil Rhodes. Ce Cecil Rhodes qui rêvait, entre autres, de créer une gigantesque ligne de chemin de fer entre l'Afrique du Sud et le Caire, donc en Égypte, afin d'exploiter et surtout de piller du mieux possible les minerais et les diverses richesses du sous-sol africain. Vous voyez, il y avait un précurseur pour piller les ressources africaines. Je crois qu'il a fait des émules. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans les terres d'Afrique, où les sous-sols sont largement exploités par les Occidentaux pour leurs bienfaits personnels. Historiquement, la Round Table se rattache à l'aventure des chevaliers de la table ronde, cette histoire mythique, ces chevaliers soi-disant partis à la recherche du fameux Saint Graal, dont on a dit que c'était un calice dans lequel on aurait recueilli le sang
du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien sûr, tout ça, c'est complètement farfelu. Cet objet, d'ailleurs, le Saint Graal n'a jamais été retrouvé. C'est une pure mythologie. Et vous savez, autour des mythologies, on peut bâtir des choses qui sont beaucoup moins mythologiques. Les membres fondateurs de cette secte, donc de la Round Table, furent Nathan Rothschild, encore lui, encore la famille Rothschild, et Arthur Balfour. Arthur Balfour qui sera donc à l'origine d'une lettre communiquée à l'ordre Rothschild pour justement le projet de création de l'État d'Israël. Il y a eu d'autres personnalités, par exemple l'écrivain Rudyard Kipling, auteur du Livre de la jungle. C'est un dessin animé que beaucoup ont vu, mais en fait c'est basé sur un ouvrage de Rudyard Kipling, c'est un ouvrage occulte. On a également un écrivain comme H.G. Wells, qui a écrit La guerre des mondes, et Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes. Et ces gens-là appartenaient également à la Fabian Society, la société fabienne, qui représentait donc un mouvement intellectuel dont le but était de promouvoir la cause socialiste dans le monde, on l'a vu tout à l'heure. En février 2007, donc il n'y a pas très longtemps, cette société fabienne s'est introduite en France, dans le 14e arrondissement de Paris, sous l'appellation d'École Économie de Paris. Directement inspirée, bien sûr, de la London School of Economics, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui date, elle, de 1884. Et donc, cette École Économie de Paris, elle a été inaugurée en 2006 par M. Dominique de Villepin, ancien élève de la très sélecte Harvard Business School, qui donne des enseignements très internationalistes de gauche et qui a été membre occasionnel du Bilderberg Group. D'ailleurs, dans le groupe Bilderberg, il y a énormément de personnalités françaises qui en font partie. Je ne peux pas vous les citer actuellement, mais sachez qu'il y a beaucoup de ministres, d'anciens ministres qui font partie du Bilderberg. Il y a des grands patrons de presse, des grands patrons d'industrie qui en font partie. Le but principal poursuivi par la Round Table, c'était de rétablir la domination de l'Empire britannique et d'étendre l'utilisation de la langue anglaise partout dans le monde. Ainsi, il fallait d'abord ramener les États-Unis d'Amérique sous la tutelle du Commonwealth. Et Cecil Rhodes était convaincu que seule l'élite britannique devait régir le monde pour le bien de l'humanité. Peu de temps après sa fondation, la Round Table devint un rejeton, peut-être le plus puissant, de la franc-maçonnerie anglaise. Elle se reliait aux sionistes par les Rothschild, ainsi qu'aux familles américaines Morgan, Rockefeller, Warburg, Guggenheim et Carnegie, qui sont des grandes familles aussi Illuminati, qui font partie des 13 grandes familles. D'importantes branches sont directement issues de la Round Table anglaise, qui joue un rôle de tout premier plan dans la stratégie de tous ces bandits aristocrates. On a le Royal Institute of International Affairs, ou le RIIA, ou Institut Royal des Affaires Internationales, qui a pris naissance également à Londres en 1919, et qui n'est autre que le bras exécutif de la politique étrangère de la monarchie britannique. Le Council of Foreign Relations, le CFR américain, et le Conseil des Relations étrangères, qui a été organisé en 1921 à New York, et puis les différents instituts des affaires internationales, que ce soit au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, c'est-à-dire dans toutes les anciennes colonies anglaises, et puis aussi en Hollande. On a également l'Institute of Pacific Relations, Institut des relations au Pacifique, en Chine, en Russie et au Japon. On a également une branche américaine de la Round Table qui a été révélée par un professeur de l'université de Georgetown, qui appartient aux jésuites d'ailleurs, entre parenthèses, le professeur Carroll Quigley, qui lui-même a été mentor de l'ancien président Bill Clinton. Alors on a d'autres groupes de réflexion, on appelle ça des groupes de réflexion, mais c'est plus que ça. Et on a
un institut particulier qui s'appelle le Tavistock Institute. Tavistock Institute. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est encore une émanation des multiples sociétés, des filiales, groupes directement issus et financés par le groupe Bilderberg. Cet institut est basé en plein centre de Londres et fait partie des fondations chargées de concevoir des programmes de manipulation mentale des masses en fonction des objectifs définis par l'élite mondialiste. Vous avez bien entendu, programme de manipulation mentale. C'est-à-dire qu'il faut modifier le mental des individus, il faut modifier leur conscience. On a eu un premier exemple lors de la crise du coronavirus, avec les fameux vaccins, dont on sait qu'ils sont remplis de cristaux liquides qui, lorsque c'est injecté dans le corps, vont monter directement au cerveau et altérer considérablement les facultés cognitives et même la conscience des individus. Mais ça, évidemment, on ne va pas vous en parler dans les journaux. Il faut savoir que ces vaccins sont extrêmement dangereux parce que justement, ils contribuent à faire de la manipulation mentale un outil de guerre, carrément, hein, de guerre sociale de la part des sociétés secrètes. Donc, ce Tavistock Institute est chargé d'établir justement des tactiques pour précisément jouer sur le mental des gens. Le Tavistock Institute a été fondé par des membres des services secrets britanniques et américains. Un chercheur en psychologie d'origine allemande, un certain Kurt Lewin, par ailleurs fondateur d'un autre laboratoire du même type, qui est un centre de psychologie clinique, fut le principal acteur au sein du Tavistock Institute. Ce Lewin est connu pour des travaux en matière de manipulation, de comportement des masses et de lavage de cerveau obtenus par l'emploi de tortures et de traumatismes répétés, ce qu'on appelle la lobotomie. Il y a la vraie lobotomie et puis il y a la lobotomie mentale avec différentes méthodes de traumatisme répétées sur des gens. C'est carrément de la torture. Il est un défenseur de la théorie de la table rase qui consiste à induire des phénomènes de terreur dans une société afin de la conduire, de la diriger à un état d'hébétude favorisant le contrôle et la manipulation. Je pense que vous faites tout de suite le lien avec ce qui s'est passé pendant la crise de 2020 du coronavirus. On a effectivement commencé à faire de la manipulation de masse, à étudier le comportement des gens, notamment lorsqu'il fallait porter les masques. Vous avez encore aujourd'hui, alors que ça n'est plus du tout obligatoire, vous avez encore des gens qui continuent à porter des masques, même en plein air. Moi, ça me laisse rêveur. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont été tellement conditionnés qu'ils ne peuvent plus s'en passer. C'est comme une drogue. Ils sont addicts. Et c'est ça, le lavage de cerveau. Ils ont réussi à manipuler les gens en leur disant que le masque était obligatoire, que le masque protégeait de la maladie, alors qu'on sait très bien que ça ne protège de rien du tout. Mais une fois de plus, c'était pour induire les gens en erreur et les soumettre à une volonté supérieure. Lavage de cerveau et phénomène de terreur, c'est-à-dire qu'on va produire la peur dans le cœur des gens afin de mieux les manipuler et de les conduire. Donc les gens sont hébétés, les gens sont sidérés, une sorte de sidération, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus réagir devant des événements. Vous voyez comment les gens, ils ont un comportement bizarre depuis quelques mois, hein, depuis que beaucoup, on sait qu'il y a une grande majorité de la population qui s'est fait vacciner, mais je trouve que les gens ont un comportement bizarre, on dirait des robots, on dirait des zombies, ils ne réagissent plus à rien, ou alors ils deviennent tellement agressifs qu'on ne peut même pas leur adresser la parole. Ils ont, en fait, leurs facultés mentales ont été considérablement modifiées. Leurs capacités psychologiques ont été complètement annihilées. Ils n'ont plus de jugement personnel. Leurs facultés de jugement ont été anéanties. Ils acceptent tout ce qu'on leur dit.
l'État dit demain on va faire ci, eh bien ils vont le faire, même si ça va contre leur intérêt. Et si demain l'État dit il faut tuer vos parents, ils vont le faire. Ils sont littéralement lobotomisés. On leur a esquinté le cerveau. C'est exactement ce genre de torture que le KGB faisait subir à tous ceux qui malheureusement tombaient entre ses pattes dans les années staliniennes et après. Le KGB faisait de la manipulation mentale et réduisait les hommes à de simples esclaves obéissants qui n'avaient plus aucun contrôle sur eux-mêmes. Et c'est exactement le but et l'objectif du gouvernement mondial, c'est de réduire les gens en esclavage, un esclavage autant psychologique, mental, spirituel que physique. Et pour ça, on utilise des moyens comme la terreur, la peur, la panique, le mensonge, bien sûr, parce que le mensonge est devenu étatique. Le mensonge d'État. Le mensonge d'État à grande échelle. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire de mentir aux gens pour qu'ils vous obéissent. Il faut leur faire croire des choses, leur faire croire que le coronavirus va les tuer, alors que ça n'a tué que 0,05% de la population mondiale, tenez-vous bien. Rien à voir avec la grande épidémie de grippe espagnole qui a eu lieu dans les années 20, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a tué effectivement des dizaines de millions de personnes. Mais cette histoire de coronavirus n'a strictement rien à voir. Mais on a instrumentalisé cette histoire de virus pour provoquer la peur, pour provoquer la terreur chez les gens qui du coup sont prêts à accepter n'importe quoi, ils sont prêts à aliéner leur propre liberté, ils sont prêts même à tuer père et mère s'il le faut, pour gagner une fausse liberté. Ça va chercher très loin ces choses-là. Et donc vous avez des instituts comme le Tavistock Institute qui étaient chargés d'établir des stratégies, des procédés, des protocoles de torture mesurés. Ce n'était pas des grosses tortures comme on a vu au Moyen-Âge, on n'enfermait pas les gens dans des cages en fer, on leur retirait pas les membres. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est des tortures mentales. C'est-à-dire qu'en apparence, la personne, elle est normale. Mais à l'intérieur, son cerveau est complètement en ébullition. Et cette personne n'est plus aucunement capable d'un quelconque raisonnement, elle n'est plus aucunement capable d'un jugement personnel, d'un esprit critique. C'est anéanti chez ces personnes. Et c'est ça, le but principal du gouvernement mondial, c'est d'exercer un contrôle à la fois individuel et un contrôle social, un contrôle politique sur l'individu, et ce contrôle ne fera qu'augmenter et s'aggraver. Très bientôt, il sera possible d'exercer un contrôle continu sur chaque citoyen par le biais de son dossier médical, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que l'assurance maladie vous incite à créer un espace personnel où toutes vos données personnelles seront répertoriées, seront cataloguées. Et évidemment, ces organismes-là auront un droit de regard sur tout ça. C'est-à-dire que toute votre vie privée et toute votre santé pourra être mise, étalée publiquement presque. Et en tout cas, les autorités auront un droit de regard sur tout ce qui vous concerne. Donc, contrôle mental, contrôle social, contrôle politique. Bientôt, on saura pour qui vous avez voté, sans que vous ayez besoin de le dire. On va connaître même les détails les plus intimes de votre vie, de votre état de santé, non seulement sur vos comportements, sur vos habitudes, habitudes sexuelles, ça peut aller jusque-là. Savoir combien de fois par semaine vous avez des relations sexuelles avec votre épouse, enfin des choses invraisemblables. C'est ça. Le but du gouvernement mondial, c'est d'avoir un contrôle total sur l'individu, de sorte que l'individu n'ait plus aucun moyen de se défendre. Et nos institutions seront remplacées par des institutions de gestion et de prévention des crises. Leur tâche sera d'identifier à l'avance les crises sociales et de développer les programmes adéquats pour y répondre. C'est assez tragique, mais c'est la réalité. Il faut le savoir.
il faut le savoir. Ce sont des choses qui ne sont pas, qui sont gravissimes, mais qui est au courant de ça? Et je regrette que bien peu de chrétiens soient au courant de ces choses et refusent même de se mettre au courant en disant que ça c'est du complotisme. Je vais terminer avec ça, parce que je vois que l'heure est très avancée. On nous accuse de complotisme. Moi, on m'a accusé plusieurs fois de complotiste. Ben, je vais vous dire, j'en suis fier. Et je continuerai. Même si je dois partir en prison, ben, j'irai en prison, ça m'est égal. C'est vrai que ça ne me fera pas plaisir, et j'espère même que ça n'arrivera pas. Évidemment, je ne cherche pas ça. Il faut savoir que dévoiler des choses comme ça, c'est dangereux. Peut-être même il y a des gens qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire, qui ne font pas partie de votre groupe. Vous savez, tout est possible avec les moyens modernes, avec les téléphones portables, maintenant avec les tablettes, avec les ordinateurs, tout est possible. Avec les GPS, on est pisté de partout, on est suivi de partout. Alors quand on dit ça, évidemment, on nous traite de complotistes, mais non, vous faites des illusions, ne croyez pas ce qu'on vous raconte. Eh bien si, justement, si. Tout ce que je vous ai raconté depuis hier, c'est un peu des preuves que ces choses-là ne sont pas des vues de l'esprit, mais c'est réel. C'est réel et ça va aller de pire en pire. Le mal d'aujourd'hui, c'est une sorte de pharaonisme. Nous sommes gouvernés par des pharaons. Des gens qui ont la main sur tout, des gens qui règnent sans partage. Des gens qui pensent qu'on leur doit tout, l'État-providence. Des gens qui pensent qu'on doit leur faire allégeance pour tout et n'importe quoi. Qui ont droit de vie et de mort sur les citoyens. La démocratie n'existe plus depuis belle lurette. D'ailleurs, est-ce que ça a jamais existé? Vous savez, le mot démocratie, c'est bon, ça vient du grec. Hein. C'est un mode de gouvernement grec, soi-disant, le peuple avait le droit de s'exprimer. Ce qui est un peu vrai parce que nous avons les assemblées nationales, nous avons le Sénat, qui représente quand même la voix publique. Mais entre nous, est-ce que le peuple a son mot à dire aujourd'hui? Nos gouvernants eux-mêmes n'ont plus leur mot à dire. Quand on sait que l'Union européenne a été fabriquée par les États-Unis, quand on sait que le monde est gouverné par une élite, alors qu'est-ce que le citoyen lambda peut avoir à dire pour contester tout ça? Rien. Il ne peut rien dire, ou alors s'il essaie de dire quelque chose, on va le museler. On va l'empêcher de parler, on va lui dire tu es un complotiste. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous devons avoir cette même attitude de ne rien dire? Si nous le faisons, c'est que nous sommes des lâches, nous sommes des peureux, et nous nous rangeons sur le même plan que ces gens qui ne veulent rien dire parce qu'ils ont peur d'être repris. Mais nous, chrétiens, si nous ne parlons pas, qui le fera? Et si nous parlons, pourquoi le faisons-nous? Posons-nous la question. Non pas pour nous enorgueillir de nos grandes connaissances, c'est pas ça, je m'en fiche de ça. Mais nous parlons parce que nous devons avertir nos frères qui ne connaissent pas ces choses-là. Nous devons les avertir pour se tenir prêts. Où le jour où les choses iront de mal en pis, ils soient prêts, ils soient armés pour résister à ça. Si nous ne savons pas ces choses-là, si nous ne les diffusons pas, nous ne rendons pas service aux autres. C'est de la méchanceté, je dirais, de cacher ces choses. C'est de la méchanceté. C'est exactement ce que font ces sociétés secrètes qui sont remplies de méchanceté. Ce sont des gens méchants, méchants par nature. Parce que le diable travaille à travers ces personnes. Ils sont remplis de la puissance de Satan. Tout l'antéchrist qui va paraître sur la scène internationale, qui est entièrement possédé de Satan. Et ces sociétés secrètes sont remplies de Satan, du pouvoir luciférien, du pouvoir satanique, diabolique. Mais si l'Église ne se lève pas pour combattre ces choses, parce que ces gens se croient tout permis, ils pensent que c'est eux qui vont diriger la marche du monde jusqu'à son extinction, mais pas du tout. C'est Dieu qui a les cartes en main, c'est pas eux. Et Dieu peut retarder les choses, Dieu peut retarder les événements. Il y a des prophéties dans la Bible, c'est vrai, mais les prophéties, elles s'accompliront selon le plan de Dieu et selon sa volonté, non pas selon la volonté de ces hommes déchus. C'est pas la franc-maçonnerie qui va décider demain si le monde doit se terminer ou pas. C'est pas eux qui décident.
Et le problème, c'est qu'ils travaillent d'une façon tellement puissante en dessous que les gens qui ne sont pas avertis peuvent se dire, bah oui, bah c'est ça, effectivement, c'est ça. Ils ont raison. Ils avaient prédit ça, voilà que ça arrive. Donc c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Bien sûr, Dieu permet ces choses. Dieu permet ces choses parce que Dieu permet le mal comme il permet le bien. Et je dirais, s'il permet ces choses, c'est parce que le monde mérite de voir ces choses. Le monde est totalement englué dans l'impiété, dans la méchanceté. Le monde refuse Dieu. Le monde refuse tout ce qui vient de Dieu. Alors, pour que le monde soit obligé d'avoir la crainte de Dieu, Dieu lui-même va employer des grands moyens. Et il va utiliser toutes ces choses-là, les francs-maçonneries, ces Illuminati, tout ça pour espérer redresser le cœur de l'homme et inciter le cœur de l'homme à se tourner vers lui. Je pense que s'il y a une grande leçon à retenir de ça, c'est que si Dieu permet ces choses, c'est pour notre bien et non pas pour notre mal. Mais la charge pour nous de les diffuser au plus grand nombre pour que tout le monde soit averti que demain, quelqu'un ne dise pas « Ah, je ne savais pas ». Mais si tu avais écouté ce qu'on avait dit, tu saurais et tu te serais préparé pour la guerre spirituelle. Amen.